d'abord, il n'est pas anti-Europe, il est contre une certaine Europe. Cette idée que je vous ai entendu tout à l'heure d'imaginer que si on est contre l'Europe libérale, on est contre l'Europe, c'est une idée politique. Moi, je suis contre l'Europe libérale, non pas parce qu'elle est Europe, mais parce qu'elle est libérale. Donc, ce n'est pas parce qu'on est contre le libéralisme qu'on est contre l'Europe. Il y a une formule, c'est celle de Maastricht, puis il y en a 36 autres. Je rappelle que Napoléon défendait l'Europe, que Hitler défendait l'Europe, que plein de gens défendent l'Europe, et que l'Europe, ça veut rien dire. Ça dépend ce qu'on veut faire de l'Europe. Si c'est une Europe libérale, d'accord. Donc l'Union européenne, soyons plus précis, voilà. l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, pour vous, est à combattre. Alors, l'Europe libérale telle qu'elle est aujourd'hui, elle est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Et elle est au pouvoir sans contre-pouvoir. C'est-à-dire on fascise tous ceux qui sont dans le contre-pouvoir. La bascule, c'est Maastricht ? Oui, évidemment. En 1992, on renonce à la souveraineté. On dit voilà, la souveraineté française, on vous la donne, et c'est maintenant l'Europe qui est souveraine à la place de la France. Donc aujourd'hui, la France ne peut plus décider de son taux de TVA, par exemple, sur les sandwichs dans les cafés. C'est interdit. C'est interdit. Donc quand vous entendez des gens qui disent mais cette Europe, on n'en veut pas. En 2005, ils disent en 2005, on ne veut pas de cette Europe. Là, on en veut une autre. 2005, c'est évidemment les élections sur la question de la Constitution. Et on dit en 2008, vous avez voté contre Sarkozy. On le voit aujourd'hui, là, péroré, mais il nous dit, avec les autres, Hollande, les Maastrichtiens, ceux que j'appelle les Maastrichtiens, nous disent « Ah, vous n'avez pas voulu de l'Europe, vous l'aurez quand même ». Traité de Lisbonne en 2008. À chaque fois qu'il y a des élections, Emmanuel Macron les perd. À chaque fois qu'il les perd, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste. À chaque fois que les Maastrichtiens... C'est-à-dire, il a quand même réussi l'élection présidentielle, Michel Onfray. Comment ? C'est-à-dire comment vous remettez en cause l'élection du président ? Je ne remets pas en cause. Je dis qu'il y a plusieurs façons de faire de la propagande et qu'il y a des façons de conduire des gens vers un individu en disant vous avez choisi librement. La servitude volontaire, c'est plus subtil. Qu'est-ce que vous voulez dire que les Français n'ont pas choisi Emmanuel Macron, qu'ils ont subi Emmanuel Macron ? Ils ont été 50% à ne pas les voter. Voilà. Donc vous. Oui, évidemment. Donc vous, parce que vous vous targuez régulièrement de ne pas faire renouveler votre carte d'électeur. Oui, ça sert à rien. Mais pourquoi ça sert à rien ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas d'un côté dire il est mal élu. Si vous me laissez finir ma phrase, allez-y, parce que ça me surprend. Vous aurez les réponses aux questions que vous me posez. Donc ne me posez pas les questions alors que je suis en train de vous donner les réponses. Et je vous dis en 2008 que les Français, on leur dit ce que vous n'avez pas voulu en 2005, vous l'aurez tout de même. Donc les Français, ils n'en ont plus rien à faire de la politique. Et je fais partie de ceux qui disent ne nous demandez pas notre avis si c'est pour le jeter à la poubelle. Si vous avez ces élections-là et ailleurs, et partout ailleurs, c'est simplement parce que les gens disent mais oui, nous on veut quelqu'un qui secoue tout, qui casse tout, qui détruit tout. Avec ses excès, je ne vais pas, défendre ce monsieur, Geert Wilders, en l'occurrence, le Hollandais. Je ne vais pas voter pour ce monsieur-là, parce que d'abord, il n'est pas candidat français. Je dis simplement qu'il y a un moment donné où on ne peut pas avoir les pleins pouvoirs. Fasciser tous ceux qui ne pensent pas comme l'Europe de Maastricht. Et estimer que 50% des gens qui ne votent pas, c'est comme si c'était rien du tout. Donc oui, Emmanuel Macron, il est élu avec 50% des gens qui ne votent pas, et parmi ceux qui votent, à peu près 50% des gens qui ne votent pas pour lui, mais contre Marine Le Pen, qu'on nous présente comme une dangereuse fasciste. Donc effectivement, la démocratie ne va pas très bien. C'est une litote de le dire comme ça. Ce qui fait que quand vous avez des gens qui disent on va tout secouer, on va tout casser, on peut effectivement faire l'imbécile qui regarde le doigt alors qu'il s'agit de regarder la Lune et estimer que oh là là, c'est un dangereux fasciste. Il est extrêmement dangereux. Je vous ai entendu tout à l'heure sur le plateau en disant mais Marine Le Pen, elle a félicité cet homme-là. Mais personne n'a dit que sur ce cinglé à la tronçonneuse en Argentine, là, Emmanuel Macron avait envoyé un message de félicitations à ce monsieur-là. C'est les usages diplomatiques. Ah bah alors voilà, dites-le quand il s'agit de Marine Le Pen. Donc quand il s'agit de Marine Le Pen, c'est une dangereuse fasciste, la preuve, elle a fait un message. Mais quand il s'agit d'Emmanuel Macron... Là, pour le coup, il y a quelque chose d'assez différent, Michel Onfray. Autant je vous laisse toujours effectivement vous exprimer, allez-y, mais là, vous ne pouvez pas mélanger les torchons et serviettes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un usage, c'est-à-dire, en effet, qu'entre chefs d'État, on félicite un autre chef d'État qui a été élu, c'est l'usage diplomatique. Là, pour le coup, Marine Le Pen a en quelque sorte fait un peu de zèle, mais elle en a parfaitement le droit. C'est pas du tout... Quand c'est Marine Le Pen, c'est du zèle. Quand c'est Emmanuel Macron, c'est un usage diplomatique. Non, Michel Onfray. Si. Là, pour le coup, c'est... Mais tout le monde comprend, vous savez. Mais non, c'est pas la question. On n'a pas besoin de longuement disserter. C'est-à-dire que vous passez à Macron ce que vous ne passez pas à Marine Le Pen. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Pas du tout. Autre question. Non, pas du tout. Alors, Michel Onfray, on s'arrête quand même un instant parce que vous pouvez me faire dire ce que je ne dis pas. Il y a la question, en effet, des usages qui est que automatiquement un chef d'État félicite un autre chef d'État. Et ensuite, il y a la question politique. Si je ne m'abuse, Marine Le Pen n'est pas encore présidente. Emmanuel Macron est un grand démocrate. Et vous remarquerez qu'Emmanuel Macron n'a pas... Marine Le Pen est une grande fasciste. Donc c'est vrai, ça change. Pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Je vous dis simplement que hier, en l'occurrence, Emmanuel Macron n'a pas encore félicité... Vous les laissez penser.
Mais Michel Onfray, je vous laisse parler et vous faites un petit cinéma là depuis tout à l'heure. C'est quoi ce cinéma là? Vous êtes méprisante quand on vous, mais non, mais parce que vous posez des questions, vous ne donnez pas les réponses. Je vous explique simplement qu'il y a deux situations et d'ailleurs je vous précise qu'Emmanuel Macron, tout chef d'État qu'il est, n'a pas encore félicité le vainqueur des élections hollandaises. Il attend simplement que ce soit officiel. C'est une question de diplomatie. Oui, absolument. C'est tout. Oui. Je ne disais pas qu'il y en a une qui est fasciste et pas l'autre. C'est vrai. Je dis simplement qu'il y a une question de règles. De diplomatie et Marine Le Pen est une fasciste, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Est-ce que j'ai dit ça? Non, c'est moi qui le dis. Vous avez bien vu que c'est moi qui suis en train de Michel Onfray, je vous interroge sur Geert Wilders. Oui. Anti-islam, anti-immigration, anti-Europe libérale, en effet. Oui. Il dit comme slogan les Pays-Bas avant tout. Il estime qu'il n'y a pas de panique. C'est quand même plutôt pas mal, non, de dire ça. Vous vous rendez compte, quand on fait l'éloge de chefs de l'État qui nous disent Trump, c'était un salaud parce qu'il avait dit l'Amérique d'abord. Avant tout. Donc en France, on dit quoi? Pas la France d'abord, pas les Français d'abord, les Français après, les Français ensuite, la France après. Vous pensez que c'est le rôle d'un chef d'État de dire je suis le chef de l'État français, mais en même temps, c'est d'abord autre chose, ensuite la France. Je suis sidéré, moi, qu'on puisse imaginer qu'on est un dangereux personnage quand on est à la tête de l'État et qu'on a juste envie de protéger les citoyens, les sujets de la République. On défend, on est là pour ça. Quand on est élu, comme on a été élu, pour M. Macron, on devrait dire les Français d'abord. Ça me paraît évident, c'est pas fasciste, ça. Et Michel Onfray, c'est vrai que vous mentionnez Marine Le Pen à l'instant. On se souvient que en 2002, vous aviez créé l'Université populaire de Caen après le choc de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Aujourd'hui, vous vous évertuez à dire que Marine Le Pen n'est pas fasciste. À l'époque, il me semble que c'était un combat que vous meniez. Et vous aviez d'ailleurs créé cette université pour ça. Le père, la fille, pareil quoi. Justement, non, je vous pose la question. Est-ce que vous estimez que aujourd'hui tout cela a changé? Il vous arrive sur vos plateaux d'inviter des communistes qui ont été responsables du pacte germano-soviétique. Ça ne vous gêne pas d'imaginer que le PC a changé? Je ne sais pas si ça ne me gêne pas. Vous les invitez. Non, mais et je n'entends jamais parler du pacte germano-soviétique sur aucun plateau. François Mitterrand, en 76, je crois, ou 72, je ne sais plus, congrès d'Épinay, disait que quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être dit socialiste. Vous avez vu aujourd'hui qu'ils ont rompu avec le socialisme, avec le capitalisme, ces gens-là. Il y a eu parmi les écologistes des gens qui ont défendu le nazisme tout au départ. Il y en a eu. Je ne suis pas de ceux qui font payer aux enfants les fautes des parents. Je ne suis pas chrétien, moi. Je ne crois pas qu'Adam, il a fait une sottise et qu'aujourd'hui, il faudrait que nous payions cette sottise. Je regarde ce que fait Marine Le Pen, je regarde ce que fait Jean-Marie Le Pen. Je suis peut-être un des rares à avoir lu les 1000 pages des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Ce sont les mémoires d'un antisémite. Ce sont les mémoires d'un fasciste. Ce sont les mémoires d'un pétiniste et d'un vichiste. C'est écrit. 1000 pages. Je les ai lus. J'ai un texte. Il est prêt. Il paraîtra le moment venu. Sur Jean-Marie Le Pen. Ça n'est pas exactement la même chose. Il a des condamnations longues comme le bras sur des questions d'antisémitisme que sa fille, qui a fait très exactement ce que le Parti communiste a fait sur son parti. Je ne reprocherai pas aujourd'hui à Roussel de procéder du pacte germano-soviétique et donc d'être un antisémite parce qu'il aurait hérité de ça. Donc je regarde sa fille, j'écoute ce qu'elle dit. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que son père dit. Ça a changé de nom, ça a changé de personnage. C'est plus exactement le même projet, le même programme. Le père était libéral, ça aurait dû vous plaire, ultra-libéral. Et la fille ne l'est pas. À tous ceux qui pensent effectivement que l'Europe libérale, c'est formidable. Faire le procès des médias qui seraient forcément ultra-libéraux. Michel Onfray, restons justement sur vos réponses. Ce que vous dites de Jean-Marie Le Pen, il est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'il y a eu ce débat, vous vous en souvenez. Ça s'est d'ailleurs passé sur ce plateau. Jordan Bardella, l'actuel président du parti, qui a eu du mal au départ à reconnaître que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Comment vous avez ressenti justement, vous êtes très clair, vous dites c'est les mémoires d'un antisémite, point barre. Oui. Pourquoi cette difficulté à l'assumer du côté du RN justement? D'assumer quoi? De Jordan Bardella, qui ne voulait pas le reconnaître comme tel. Vous savez, il y a dans un dessin animé, un type qui déplace les trous pour que vous puissiez tomber vraiment dedans. Les médias, ils font ça en permanence avec un certain nombre d'individus. Pas d'autres. D'autres, c'est tapis rouge. Et d'autres, c'est le trou. Et on déplace le trou, il faut absolument tomber là-dedans. Jordan Bardella n'était même pas né. Je pense qu'il a une culture de parti. C'est-à-dire qu'il a les éléments de langage que lui fournit le parti. Il est bien, il est intelligent, il est cultivé, etc. Il fait ce qu'il faut, il fait son boulot, il s'en va. Et d'un seul coup, on lui propose une question
Il n'avait pas prévu ce genre de questions. Cette question n'est pas hyper surprenante. Est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite? Alors que c'est à la veille de la manifestation contre l'antisémitisme, c'est pas non plus... Non, mais je veux dire que c'est un piège. Pas un piège, non. Si, c'est un piège, parce que où il répond oui, et d'un seul coup, ça devient un problème. On dit, ah oui, alors ce parti... ça clarifie les choses. Ou il répond non, et c'est de toute façon un problème. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Vous vous rendez compte, dans ce parti, qu'est-ce qu'il a dit, puis après, de manière interne. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas dans ce parti. Je dis simplement qu'à un moment donné... Le problème, c'est pas de savoir si Jean-Marie Le Pen étant fasciste ou étant antisémite, sa fille le serait, c'est que des gens réduisent leur repas aujourd'hui parce qu'ils sont pauvres. Des gens aujourd'hui n'ont pas l'argent pour acheter les cadeaux de Noël de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Des gens qui travaillent aujourd'hui dorment dans leur voiture. Et les tenants de cette Europe libérale nous disent « Mais c'est formidable, on n'a pas assez d'Europe, il nous en faudrait un peu plus. » Si ça va pas bien, c'était comme avec le goulag, il y avait du goulag parce qu'il n'y avait pas assez de marxisme. Ça va pas assez loin, l'Europe libérale. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Le vrai clivage, non, je dis c'est Maastricht, problème, pas Maastricht. Moi, je fais un travail de philosophe, c'est-à-dire je fais pas un travail de moraliste en disant « C'est pas bien, regardez ce blond peroxydé qui a gagné les élections, comme c'est pas bien, ce fasciste. » Je dis « Pourquoi les a-t-il gagnés ?» C'est mon travail de philosophe, moi. D'après vous ? Parce qu'il y a de la misère, parce qu'il y a de la pauvreté, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a des gens à qui on dit « Votez, mais si vous votez mal, on va mettre votre vote à la poubelle. » Parce que des gens entendent des intellectuels qui les défendent et qui s'entendent traiter de fascistes, qui s'entendent traiter de type d'extrême droite en permanence. Parce que des gens disent... Vous êtes blessé, Michel Onfray. Attendez, si j'étais blessé, je serais mort depuis longtemps. Ça fait longtemps que je vous interviewe régulièrement. Oui. Et je vous trouve aujourd'hui particulièrement... presque agressif, c'est-à-dire presque comme un animal blessé qui se dirait il faut qu'on se batte. Pourquoi ? Mais je suis pas, je serais mort si je n'avais pas supporté ça. Ça fait des années que ça se passe comme ça. Moi, je vous rappelle que, merci pour votre invitation, je suis interdit de service public. Je suis interdit de service public. Vous avez longtemps été sur le service public. Je me souviens d'été où nous passions dans les voitures. Oui, si ma sœur en avait, ce serait mon frère. Donc, je suis en train de vous dire que je suis... avec Michel Onfray. Si vous ne voyez pas la différence entre je suis interdit de service public et j'étais, vous voyez, je ne parle pas au passé, je parle au présent. Donc oui, vous voyez, quand je vous parle du présent, me parlez du passé. Alors parlons du passé. Oui, j'ai été invité longtemps sur France Culture. On y diffusait mon cours et je faisais 1 million de podcasts. Et j'ai été viré un jour. Pour quelle raison ? Je sais pas. Ah ouais, moi non plus. Je vous dis simplement qu'il y a un moment donné où, quand vous dites aux gens, allez voter, et que quand les gens votent, vous leur dites, vous avez mal voté, vous avez voté pour un fasciste, ou alors, vous avez voté pour Marine Le Pen, peut-être qu'elle n'est pas fasciste, mais son père l'étant, c'est quand même dangereux de voir les gens. Vous vous rendez compte, elle s'est retrouvée à une table où il y avait aussi un fasciste, Michel Onfray, essayons de comprendre, et justement, vous dites que vous êtes philosophe, où il y a des communistes dont le parti a été responsable du pacte germano-soviétique. Je le dis parce qu'on ne le dit pas assez, on ne le dit pas beaucoup, et sûrement pas sur vos chaînes. De la France aussi d'aujourd'hui et de la France de demain. Vous faites l'analyse que Geert Wilders arrive en tête aux Pays-Bas sans raison. Parce qu'il y a des raisons, notamment de fracturation, de difficultés, de pauvreté. Est-ce qu'il y a les mêmes causes ici qui produiront donc les mêmes effets ? Évidemment, c'est tout le problème européen. Vous avez cette Europe dans laquelle, effectivement, on fabrique de la paupérisation. Le ruissellement, vous savez, la fameuse théorie libérale. Quand il y aura des très riches, les pauvres sont moins pauvres. Ça ne marche pas. La main invisible du libéralisme, laissez faire la main invisible, vous verrez, il y aura une espèce d'économie de l'harmonie et de l'équilibre. Ça ne marche pas. Ce que produit le libéralisme, c'est ce que Marx appelle la paupérisation des pauvres de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres, des riches de moins en moins nombreux et de plus en plus riches. Cette Europe produit de la paupérisation. Et après, quand vous avez des pauvres, vous vous étonnez que les pauvres puissent dire « au secours ». 1, on ne va pas voter parce que vous n'écoutez plus ce qu'on vous dit. Et 2, quand on va voter des gens qui sont contre vous. Je vous dis que je fais un travail de philosophe, pas un travail de moraliste en disant il est bien, il n'est pas bien ce garçon, il faudrait le même, il ne faudrait pas le même, etc. Si vous cherchez à savoir pourquoi il y a le pire, c'est parce qu'effectivement, il est produit par une situation dont on nous dit elle n'est pas encore assez radicale. Plus d'Europe encore. Plus de libéralisme encore. Ajoutons l'Ukraine à cette Europe. Ajoutons tous les pays qui ne sont pas du tout des pays démocratiques. Jadis, il y avait des obligations pour rentrer dans ce pays, pour rentrer dans l'Europe. Maintenant, c'est fini. Donc l'Europe avance tête baissée alors qu'elle devrait reculer, d'après vous ? L'Europe, elle devrait être européenne et sociale. Elle n'est pas européenne et sociale. Elle fonctionne comme une espèce d'État à part, un État impérialiste en plus. C'est-à-dire, elle avance en disant « je veux des pays, je veux encore des pays ». Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Elle est contre les nations. Marine Le Pen est effectivement tout à fait en mesure de remporter les prochaines élections. Évidemment, ça me paraît évident, tout est fait pour ça. Vous faites tout pour ça. Mais qui fait tout pour ça ? Je ne vais pas rentrer dans votre rhétorique. Mais parce que je la continuerai jusqu'au bout. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ce qu'il faut pour que ça ait lieu comme ça. Et quand ça a lieu, de dire « oh là là, c'est quand même pas bien ». Si vous voulez que ça n'ait pas lieu, faites de telle sorte qu'on ait le souci des pauvres, des miséreux, des gens qui sont des oubliés, les sans grade, le petit peuple
À qui on envoie d'ailleurs la soldatesque. Quand il y a les gilets jaunes, là, il y a de la police. Pas dans les banlieues, il n'y a pas de police dans les banlieues. Mais quand il s'agit d'être un gilet jaune, on envoie des CRS. On envoie des gens qui vous arrachent les yeux, qui vous arrachent les mains, etc. Quand il s'agit de cogner sur les Français moyens ou sur les Français des gilets jaunes, alors là, la police, ça marche. L'État, ça marche aussi. Mais dans d'autres endroits, c'est bizarre, Michel ça ne marche Onfray, pas. À propos justement de ces questions d'autorité, de rapport à l'autorité et de violence, il y a eu le drame de Crépol. Emmanuel Macron, hier, a parlé d'un terrible assassinat. Gérald Darmanin a parlé d'un ensauvagement qui montre la faillite générale de notre société. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces mots ? C'est pas suffisant. Oui, on peut faire de la généalogie comme M. Darmanin et voir que depuis mai 68, il y a un effondrement de toute autorité. Il n'y a plus de pères, il n'y a plus de profs, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de surmoi, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de valeur. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. C'est le retour des tribus tels que Darwin les racontait. C'est quoi, c'est le retour de la jungle ? Oui, c'est la loi de la jungle. Il y a des gens qui se tramalent avec des couteaux sur eux. Pourquoi faire ? Qu'est-ce que vous avez à faire dont l'un a été condamné pour avoir porté un couteau et qui avait dans ses condamnations l'interdiction absolue de se promener avec un couteau. Et ça sert à quoi d'avoir l'interdiction de se promener avec un couteau ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi quand aucune police ne peut vérifier que ce monsieur porte ou ne porte pas un couteau ? Imaginez que la police dise... Tiens, vous voulez dire que les faits de justice ne sont pas respectés ? C'est sur le papier, tout ça, c'est comme Darmanin et Macron. Ce crime ne restera pas impuni. Monsieur, vous n'avez pas le droit de sortir avec un couteau. Et s'il sort avec un couteau, qui le saura ? Qui le vérifiera ? Vous imaginez la police qui vient voir ce monsieur en disant « Monsieur, vous avez été condamné, vous n'avez pas le droit de porter un couteau. On voudrait vérifier que vous portez un couteau. » Mais il fait ça. Mais vous avez tout de suite dans la rue la France Insoumise et leurs copains qui vont vous expliquer que c'est inadmissible, contrôle aux faciès, qu'on a bien le droit d'avoir eu un couteau un jour et de commettre une erreur, que c'est pas pour autant qu'on est un délinquant la vie entière, etc. Et vous avez des manifestations à Adama Traoré, tout le tralala, et ça continue. Donc évidemment, on ne va pas vérifier que ce garçon ne porte pas un couteau, il en porte un. Mais qu'est-ce que vous faites avec un couteau, dit-on, de 25 cm sur vous ? Est-ce que vous estimez... Pour aller, dit-on, au bal, gentiment, juste pour danser. Depuis, il a été arrêté. Oui. Il est en garde à vue. Il était en fuite. Il était en fuite, en effet. Vers Toulouse. Oui. Pour aller, semble-t-il, vers des... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais cessez de me demander ce que je veux dire quand je le dis clairement. Je suis peut-être un de ceux qui disent le plus clairement les choses. Je dis simplement qu'il était en état de fuite et que cette fuite ne s'arrêtait pas à Toulouse. Qu'il y avait assez probablement le désir de partir ailleurs, de quitter la France et de partir à l'étranger. Frédéric Ploquin, ici même hier matin, disait que selon toute vraisemblabilité, une partie cherchait peut-être à rejoindre le Maghreb. L'Espagne, puis le Maghreb. C'est étonnant. Moi, je ne vous aurais pas dit qu'il avait l'intention d'aller en Islande. Ça me paraissait évident que ce garçon n'avait pas l'intention d'aller se réfugier en Islande. C'est tout ce que je dis, comme vous diriez. Pourquoi évident ? Mais enfin, je ne vois pas pourquoi vous me demandez des Non, explications. mais au contraire, vous êtes en train de déplacer le trou en espérant que je vais tomber dedans. Non, mais parce qu'effectivement, ce sont des gens dont c'est probablement... Parce qu'on nous a dit, vous vous rendez compte, il est français du centre-ville de Romans-sur-Isère. Il a été donc vous avez précisé en bien effet compris. par le procureur qu'il était de nationalité française, né oui, mais à le problème, Romans-sur-Isère. c'est pas la nationalité française aujourd'hui. Vous avez des gens dont... Vous diriez comme Marion Maréchal quand elle parle... Je ne dis pas comme Marion Maréchal. Non, mais elle parle de français de papier. Oui. Et vous avez Bassam, par exemple, je crois. J'ai vu ça ce matin, un influenceur qui nous dit « Arrêtez de déconner », etc., avec le langage qui est le sien. Et puis à la fin, il dit « S'il y a une guerre civile, il ne faut pas déconner, je vais être obligé de choisir mon camp et ce ne sera pas le vôtre ». D'un seul coup, il nous dit qu'il faut arrêter parce qu'il ne faut pas stigmatiser notre communauté, mais le jour... Est-ce qu'il faudrait refuser la double nationalité ? Ah ben on n'a pas le choix pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense qu'il y a effectivement des textes de loi en 1962 avec les accords d'Évian qui font que les Algériens ont des pouvoirs en France que personne n'a, parce que la guerre d'Algérie leur a permis d'avoir ces pouvoirs-là. Je ne vois pas pourquoi on a ces pouvoirs-là quand aujourd'hui, quand vous allez en Algérie et que vous écoutez la télévision, le FLN nous donne toujours l'impression que la guerre est même pas terminée d'hier soir, qu'elle est toujours en cours contre les Français. Quand le chef de l'État algérien est malade et qu'il a un cancer, il vient se faire soigner en France. Très bien, bravo, accueillons-le. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit en même temps que la France c'est ceci, c'est cela, etc. Il y a un moment donné où il faudrait une politique très claire à l'endroit du Maghreb. L'islam ne pose pas un problème en France. Il ne pose pas de problème, l'islam en France. Vous avez des Indonésiens qui ne posent aucun problème et qui sont musulmans. C'est le Maghreb islamique qui pose un problème parce qu'il y a eu les relations historiques que nous avons eues avec eux pendant très longtemps. Nous sommes dans la componction permanente, perpétuelle. On dit on a eu tort, on n'a pas été bien, etc. Faisons de l'histoire.
Expliquons ce qu'a été le FLN. Oui, d'accord, l'Algérie française, oui, d'accord, la torture. Mais tout de même, le FLN, la LN, les oradours sur glane qui ont été fabriqués par le FLN, mais etc. Mais la Hollande n'a pas le même passé que nous par rapport à ça. Oui, et vous bien. avez vu le résultat aujourd'hui? Parce qu'il y a des relations, semble-t-il, entre l'immigration et un certain nombre de faits délinquants. C'est assez facile à voir. Il y a une époque, quand vous le disiez, on était fasciste. Aujourd'hui, on l'a encore un peu. Simplement, il y a un peu de sociologie qui nous en fait un peu la démonstration. Mais ça paraît normal en même temps. Je ne dis pas, moi, ça vient des gènes. Je dis simplement que quand vous refusez de vous intégrer dans une société, quand vous n'avez pas la langue de cette société, quand vous n'avez pas l'argent, le pouvoir d'achat qui vous permet de vivre dans cette société, que vous avez traversé la Méditerranée et que vous vous retrouvez à Caen, par exemple, qui est une ville que vous connaissez, vous ne pouvez pas vivre si vous n'arrachez pas de temps en temps un sac à une vieille dame, si vous n'êtes pas en train de faire un peu de trafic. Donc il y a aussi cette question de la sociale, pauvreté et sociale. Michel Onfray,